Salut à tous, j'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ChatGPT. On a déjà vu dans une précédente vidéo comment avec React Native et ChatGPT, on avait pu faire directement une petite vue qui faisait une requête vers une API qui nous permettait d'avoir après un petit card avec les infos directement avec un petit thème du coup avec le CSS, très sympa. Là maintenant on va aller un peu plus loin pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut faire encore en étant développeur sur ChatGPT. Dans le premier cas, du coup, que je vais vous montrer, c'est dans le cas où on a une fonction et par exemple, déjà, on aurait besoin de pouvoir la corriger parce que celle-ci contient une erreur, en fait, du coup, c'est fait exprès. Donc, du coup, on a une erreur et qu'on va essayer de détecter en demandant déjà une première chose, en demandant des tests unitaires. Alors, les tests unitaires, qui va vous permettre, on va dire, de tester directement vos fonctions avec des jeux de données. On va avoir, bien sûr, parce que là, ça a un intérêt pour les développeurs, donc on va dire avec certaines connaissances, d'accord, c'est comme ça que vous allez pouvoir exploiter le mieux l'outil, hein. Donc moi, ça, c'est le genre d'outil que j'ai rêvé d'avoir quand j'ai touché un ordinateur la première fois, il y a plus de 20 ans. C'est vraiment, voilà, j'ai rêvé de faire un truc pareil et j'aurais kiffé travailler sur, voilà, sur ce genre d'algorithme ou autre chose, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, on va du coup tester notre fonction. Je vais lui demander, peux-tu me générer des tests unitaires pour la fonction suivante. Tout simplement. On n'embête pas, bien sûr. Donc il va nous passer du coup les tests unitaires directs. Du coup, moi je vais me faire un fichier là. Je vous l'ai dit, on fait en pratique en même temps, donc on va l'appeler sum. Et on va faire un fichier test pour les tests unitaires. Donc il y a une syntaxe à respecter pour le fichier, le nommage. Donc c'est le nom du fichier underscore sum et juste le mot-clé test.go. Ok. Le package, on le change. Il a pris le nom du fichier. Lui, je vais le supprimer. On va le régénérer après. Donc voilà, on vérifie tatata. Et en plus, il nous donne un peu les explications, tout simplement. Et on a un test unitaire. Voilà. Donc celui-là, je vais le prendre. Je le mets ici directement. Et je vais prendre ma fonction et on la colle dans le fichier. Sans foutre le bordel, bien sûr, parce que... Voilà. Et celle-là, on l'enlève. Et ça aussi. Voilà. Donc là, on a nos tests unitaires qui sont préparés. On va lancer la commande goTest. Donc là, c'est parce qu'il faut initialiser. Init, je vais l'appeler sum. Voilà, un go mode td. D'accord, qui me permet d'avoir du coup le fichier généré par rapport juste au projet. Voilà, c'est important pour que le truc il démarre. De toute façon, il le dit, hein. Vous avez le message. Test. Donc on a une erreur. Donc on voit les tests unitaires qu'au début, voilà, le premier il lance les tests unitaires et que là, du coup, ça a cassé. D'accord. Donc vous voyez l'intérêt du test unitaire parce que du coup, ça a permis directement avec un jeu de données, on l'a envoyé à notre fonction, il l'a testé tout seul. Et ça nous permet du coup d'avoir des retours selon nos tests. Alors maintenant, on va lui prendre la fonction, puis je vais lui dire, même pas, j'ai même pas besoin de lui prendre parce que regardez qu'en réalité, si vous avez déjà vu des vidéos sur ChatGPT ou si je l'ai pas dit, il garde le contexte de la conversation. Donc on va tester ça. Il y a une erreur dans ma fonction. Tu peux la trouver? Oui, apparemment, donc il l'a trouvé. Et c'est exactement ça. Donc il me dit, bon il me l'a réécrit même carrément, mais vous voyez, en fait il me dit d'enlever le égal, parce que là on va trop loin en fait dans le tableau, et au final, d'accord, donc on peut le comprendre directement avec la fonction, on sera aller dessus, je sais même pas où j'étais, testing, panic, docker, tac, 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 sum, voilà, donc il dit là où ça a pété directement, donc on a notre ligne, de toute façon dans la trace, et ensuite bien sûr, bon, on le comprend par rapport au message d'erreur,
Mais c'est pour l'exemple au moins utiliser une fonction simple. De toute façon, on va voir après un cas où on va essayer de voir des trucs un poil plus complexes. Et on a vu du coup qu'on a corrigé un peu notre erreur. Maintenant, je relance les tests unitaires. Voilà. Donc tout est OK. D'accord. On le voit que les tests ont été exécutés voilà, en 0,3 centième là, de seconde. Boum, OK. Voilà, tout a été testé. On peut rajouter bien sûr encore d'autres tests unitaires si on a envie. Maintenant, un autre exemple. Par exemple, il arrive souvent que pour des scripts qui vont par exemple effectuer tel ou tel traitement sur des données, le souci c'est que par exemple quand on est en mode où c'est encore juste du développement, on n'a pas de données en fait, on n'a pas de jeu de données, donc tout de suite il faut concevoir, ok, bon, la base de données, ça de toute façon ça fait partie du processus, par exemple de faire une base de données, mais il faut remplir après les champs. Donc ou on fait un script et tout, mais en même temps il va faire ou la même chose, on fait des trucs random ou autre chose, mais en même temps voilà, il faut faire tout, que ce soit les scripts pour intégrer des données après pour pouvoir tester. Donc au final, nous, on a besoin de nous concentrer par exemple sur notre script parce que ce qui est important, par exemple, c'est les actions qui vont être effectuées sur les données en fait. Et du coup, il va falloir prendre tout ce temps pour pouvoir concevoir nos données. Donc voilà, on va essayer d'optimiser ça en utilisant justement ChatGPT pour qu'il puisse nous donner un jeu de données comme on a envie. On va faire ça tout de suite avec par exemple ce que j'ai présenté une fois, c'était Docker, d'accord. Je vais mettre une vidéo aussi pour ceux que. Donc là, pourquoi je vais utiliser Docker? Ça va me permettre de pouvoir avoir un environnement avec MySQL et directement, et en même temps adminer, hein. Donc vous pouvez le trouver directement quand je fais donc, donc un Docker par exemple, Docker Hub, préciser adminer MySQL, d'accord. Quand je vais sur la première page officielle, le hub, d'accord, on a la description un petit peu comment lancer par exemple ce Docker, et il nous donne le Docker Compose, hein, qui est un peu équivalent à celui que j'ai là, qui était juste un peu ancien, mais c'est la même chose. Donc pour expliquer un petit peu, je vais juste démarrer une base de données, comme il y a sur beaucoup de sites, hein, où on enregistre les utilisateurs, leurs mots de passe, les articles de blog, les commentaires, des messages, enfin des produits, des trucs. Enfin, voilà, on a besoin de bases de données en général pour faire fonctionner certaines applications. Du coup, avec un Docker, on va pouvoir lancer un petit container MySQL et adminer, hein, et l'adminer qui va nous permettre d'administrer la base de données. Donc pour le lancer, après avoir récupéré le Docker Compose, hein, il suffit justement de faire un Docker Compose up pour le lancer. Il n'y a pas de build là dans celle-là. Il va le build tout seul de toute façon. Un -D pour le mettre en arrière-plan. D'accord. Comme ça après, mais moi c'est pas ce que je vais faire. On va le lancer comme ça. D'accord. Comme ça de façon, si je le coupe, après il n'y a plus rien. D'accord. Il n'y a même pas de base de données, il n'y a même pas de montage au niveau du volume. Donc c'est vraiment du test, hein. Ça veut dire que la base de données, elle est dans le container. D'accord. Donc quand le container il est coupé, il n'y a plus rien. Donc vous voyez, j'avais déjà présenté ça dans la vidéo de Docker, justement, à quel point c'est pratique, hein. Ça évite d'installer plein de trucs sur sa machine. Donc c'est vachement utilisé au niveau production parce que c'est génial d'avoir un environnement, voilà, toujours pareil, bien structuré, comme ça au niveau des déploiements, des mises en prod, c'est le feu. Mais par contre, en tant que développeur, là aussi c'est pas mal parce que vous pouvez directement concevoir, comme j'avais montré là dans la vidéo, où vous avez du coup cet environnement comme en production que vous lancez sur votre machine, d'accord. Ça vous permet de faire vos tests de la meilleure façon parce que ça va être la même image Docker qui va être utilisée. Donc du coup, dans l'exemple, je l'ai lancé là. Et on va se connecter à la base de données, d'accord. Donc le mot de passe c'est root, hein. On est dans un test, hein, de toute façon. Donc du coup pour la base de données 3306 c'est le port de toute façon par défaut, on s'embête pas. Root password. Donc je peux utiliser directement l'adminer si je voulais. D'accord, il est où 80-80 sur localhost. On va tester ça pour montrer. Localhost 80-80. Voilà, on a directement, en fait c'est une admin, hein, donc je rentre dedans. Ça me permet directement d'avoir voilà, les bases de données, modifier le mot de passe. Ah, je ne sais même pas si j'ai enregistré, jamais. Du coup, là on peut créer une base de données. Si je suis directement, donc on voit qu'il y a des trucs qui sont créés par défaut. Donc voilà, juste une base de données. Je ne sais même pas si, voilà, il y a les users, ainsi de suite. Donc afficher les données plutôt. Là c'était la structure. J'utilise pas mon habitude, j'utilise plus, j'aime bien en ligne de commande. Vous allez voir là, enfin, bon voilà, il y en a qui aiment bien le mineur. Voilà, moi je suis passe de l'autre côté, donc c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je vous ai montré les deux côtés, hein. Donc je vais ouvrir une console. Ici directement, celle-là je coupe. Et là, je fais un show
database. Voilà, donc vous voyez, je retrouve mes databases comme j'ai vu de l'autre côté. Puis là, on va en créer une. Tout simplement. Create database qu'on va appeler test blog. Ça, on le voit parce que test, des fois, on sait jamais. Des fois, il y a certains mots, j'essaie de les éviter, vous voyez, comme système et tout. On sait jamais que des fois, dans certains trucs, ça aime pas. Et des fois, vous allez le savoir et des fois, vous n'allez pas le savoir. Donc, des fois, c'est mieux, quand vous mettez des noms de variables, des noms de trucs, d'avoir quand même quelque chose qui sortent un peu de l'ordinaire, hein. Ça évitera des fois des effets de bord chelous parce que je le dis comme ça, du coup j'en profite. Je refais, alors moi j'aurais pu faire la requête show database, hein, mais je peux faire aussi un reload ici directement, donc on voit qu'on est ici. Donc maintenant je vais lui demander, j'aurais besoin d'une table MySQL, je précise genre, on s'en fout, MySQL, pour des articles de blog. On va voir ce qu'il propose. Je l'ai jamais fait celui-là, ce test. Je l'ai fait autrement. Donc là, je le fais en mode comme ça. Ah, il propose quand même pas mal de choses. Donc directement, je peux créer ma table. Donc voilà. Donc bon, ce que je vois, la requête, elle est correcte. Hein, de toute façon, c'est facile hein, pour lui, c'est pas vraiment compliqué. J'ai pas précisé la database use test blog. Voilà. Donc là, je l'ai validé. La requête show table. Donc j'ai bien ma table article, desk table. D'accord. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas écrire. Donc avec un desk, je vois directement. Donc vous voyez, hein, comme on a vu un petit peu dans les autres vidéos de programmation, pour ceux qui n'ont pas vu, où je parle des variables, hein, vous voyez que là en SQL c'est pareil. Hein. Je l'indique pour ceux qui ne connaissent pas les bases de données au cas où, hein, parce que vu qu'on est sur une vidéo avec ChatGPT, moi je l'utilise dans plusieurs exemples de ce que je peux faire au quotidien. Donc là c'est nickel. Maintenant, peux-tu me générer une requête insert pour avec des données fictives. Peut-il générer une requête insert avec des données fictives? Voilà, on va voir s'il comprend ça, j'en vois un peu comme je veux. Il a l'air de le comprendre plutôt bien. Alors, on va en faire plusieurs. J'aurai besoin de plus. Après, vous précisez, vous voyez, par rapport un peu à vos besoins. Hein, donc, je vous montre un peu un exemple de comment, par exemple, moi je l'utilise. J'aurai besoin de plus de données. Plus d'articles. D'accord. J'aurai besoin de plus d'articles. J'ai mis pause pour rien, il en a fait 5. Bon, on peut lui demander encore plus, hein, franchement 5, allez, c'est parfait pour le test, hein, franchement 5, on va pas aller plus loin. Je connais déjà à 17 minutes malgré que j'ai montré que 2 exemples, je pensais, vous voyez. Pour améliorer, donc celle-là apparemment il doit avoir une erreur. Je vais lui donner l'erreur, on va voir comment il réagit, c'est intéressant. On va voir s'il nous les corrige. Voilà. Parfait. Vous voyez. Même si bien sûr on peut comprendre l'erreur ainsi de suite, en fait ce qu'il y a c'est qu'à un moment donné c'est fastidieux de faire ça tout le temps, par exemple dans un cas précis. Bien sûr, maintenant en étant programmeur, il y a aussi d'autres choses que l'on peut faire, hein, j'en profite le temps qu'il génère et aussi, c'est de pouvoir par exemple directement utiliser l'API avec directement nos propres scripts hein, et sans utiliser l'interface qui est là, hein, c'est aussi l'intérêt, hein, l'API est accessible, donc vous pouvez concevoir les scripts un peu comme vous avez envie, hein. Il faut regarder la documentation là, à un moment donné de l'API par contre, pour pouvoir arriver à ce genre de choses, donc on va copier directement, voir si ça a corrigé vraiment son truc. Apparemment elle a été exécutée, donc cette fois je vais faire un select, voilà.
Donc on voit que le jeu de données, il a bien été rajouté avec des... Je vais présenter du coup la dernière chose, par exemple, quand on veut aller un petit peu plus loin, dans des trucs un peu complexes, ou des fois, ben, peut-être qu'il va pas donner forcément la solution, mais déjà au moins il va vous aider parce qu'il va vous donner du contenu sur quelque chose que vous connaissez pas. Pour quelque chose que je ne connais pas, je vais aller avoir besoin d'aller lire de la documentation, de voir sur Stack, ou autre chose, ainsi de suite. Donc qu'est-ce que j'ai fait? L'idée, c'était de prendre justement ce hash et puis de lui demander directement, tu peux m'expliquer ce hash? Alors, pour préciser juste un peu, on va voir s'il explique bien. Bon, là, il va expliquer au niveau technique. En quelque sorte, il y a un peu le cryptage, je vais expliquer vite fait. C'est que par exemple, le hachage, le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, en réalité, l'algo ne fonctionne pas, fonctionne que dans un sens. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il est impossible de retrouver le mot de passe à partir du hachage. Obligatoirement, il faut donner le mot de passe qui va être haché et comparé au hash existant. D'accord? Donc ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que bon, c'est vachement utilisé au niveau des mots de passe. Ça veut dire que si quelqu'un tombe sur le hash, il pourra jamais trouver le mot de passe de tous les cas, hein. Et certains ont, selon les algos au niveau difficulté, vous voyez, donc ils peuvent par exemple résister à des attaques par dictionnaire, des attaques de brute force ou autre chose. Voilà. Et donc il nous explique tout. Et par exemple dans le cas présent où je dis euh, tu peux me donner une fonction par exemple en Go pour comparer un mot de passe à un hash, à ce hash. Voilà. Donc là directement, comme ça on va pouvoir nous faire un petit truc après qui nous ait donné toute l'explication. Et on peut directement avoir une méthode qui va se baser là-dessus pour pouvoir faire par exemple notre comparaison de mots de passe. Donc il prend les deux mots de passe. On nous crée directement la fonction de comparaison. Donc celle qui va prendre le mot de passe directement, faire un hash et le comparer au hash du coup qui est fourni. S'il est bon. Donc on va tester. Parce que moi, dans le cas de mes tests, du coup, il m'a beaucoup aidé, mais il m'a pas donné la solution. Mais par contre, ça m'a poussé du coup à aller du coup avoir des informations. C'est ça que je veux dire. Ça m'a donné beaucoup d'informations pour pouvoir effectuer ce que je veux. Et du coup, j'ai réussi à le faire très rapidement, alors que ça m'aurait pris peut-être un jour ou deux. Finalement, à trouver la solution par moi-même, le temps de chercher parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, ben là au final ça m'a pris quelques heures. Donc oui, c'est un gain de temps, ça me permet de me concentrer vraiment sur des choses plus importante au niveau de mes projets par exemple. Donc là c'est un gain de temps. On va directement l'utiliser, je vais voir si je peux le mettre directement voilà, dans Replit. On va le lancer. Donc là il veut pas, c'est à cause du package. Dommage qu'il veut pas l'installer, ben, c'est pas grave, on va l'installer nous. Donc je vais créer ainsi go file et on va faire un main tout simplement. Il a fait sa propre fonction, utilise, je crois que c'est strcon atoy à la place. Ah oula, on va voir s'il va comprendre. Ouais, voilà. En plus, il me dit j'ai raison. Bah ouais, mais parce que je sais pas pourquoi il a fait. Il a inventé sa propre fonction, donc elle est pas mal celle-là. Sauf que bah, elle est pas bonne, hein. Heureusement, l'IDE il me le voit, hein. Donc faut quand même être derrière, hein. Quand tout se passe bien, bah, c'est génial, mais c'est pas vraiment ce qui se passe en réel. Donc du coup, faut bien montrer que bah, il fait des erreurs. Vas-y, carrément, tu vas péter cette fonction-là. Donc du coup, ta fonction, je l'enlève. Et on remplace. Apparemment, non. J'ai mal copié. C'est bon là? On va caster. Je suis pas sûr que sa méthode elle va fonctionner. Elle ressemble vachement à la librairie que j'ai pris, ok, mais oh là, là je me suis gouré. C'est un. Ah oui, d'accord, rien à voir.
On va voir ça. Qu'est-ce que j'ai là? Go run main. Bah ouais, non, sa fonction, elle ne marche pas. Donc ça se rapproche un peu à la librairie, ça donne un peu des indications, vous voyez, mais voilà, il faut quand même repasser derrière parce que là, ça ne fonctionne pas. Bien sûr, après, on peut encore aller un peu plus loin. Là, c'était un peu pour montrer, voilà, quand on essaye un peu de faire des trucs un peu plus complexes, vous avez vu que d'un coup, là, c'est pas pareil, il donne plus des trucs un peu assez simples. Là, du coup, il va falloir un petit peu l'orienter selon les mots-clés, les trucs et tout. Donc voilà, un petit aperçu un petit peu de ce que je peux faire au quotidien et un petit peu ce que je partage avec vous, un petit peu voilà, de ce qu'on peut faire avec ChatGPT et ce qui peut être très utile en tant que développeur tous les jours pour nous aider, on va dire, à générer ce qu'on a besoin ou voilà. Voilà. Donc on en a fini juste pour cette petite présentation et je vous remercie du coup d'avoir regardé. N'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.